Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié à l'histoire du sport automobile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Éric Barbaroux. Bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce premier podcast. Bonjour. Donc, vous avez un parcours assez impressionnant, comme on va le voir durant ce podcast. Pour commencer, comment allez-vous? Comment ça se passe actuellement? Quelles sont vos petites actualités? Ça se passe très bien, je suis toujours dans le sport automobile, toujours évidemment dans la partie électrique qui me plaît bien parce que c'est une partie où il y a énormément d'innovation et de difficultés à surmonter et voilà, on a une activité, sport automobile qui est plus forcément le haut niveau, la monoplace comme ce qu'on a vécu il y a jusqu'en 2020-21 avec, Formule 2 mais, plus vers le karting, la formation, les bases du sport auto. On va revenir tout au long de ce podcast sur votre parcours. Et d'ailleurs, le début est assez étonnant, vu que maintenant vous êtes en sport automobile. Vous avez commencé un peu sur un parcours militaire, vu que vous avez travaillé sur le programme du Charles Leclerc. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ces missions qui sont totalement en dehors du sport automobile? Et qu'est-ce qui vous a poussé à être ingénieur dans ce domaine? Ingénieur au départ, ça c'était ma formation. Le fait de rentrer dans le secteur de l'armement, c'était lié, au fait que c'était un secteur d'excellence en France où on apprend beaucoup et le Charles Leclerc, est réputé comme un des meilleurs chars de combat et il est vrai qu'il y a énormément de technologie, c'est un peu comme le Rafale, donc c'est très formateur pour découvrir le monde de l'industrie. Après, j'avais fait le tour, voilà, d'un secteur d'activité qui est quand même, assez spécial, hein, l'armement. J'avais fait le tour de ce que sont des grands groupes et j'avais plus envie d'aller dans des PME, dans la haute technologie. Donc j'ai fait un détour par l'aménagement du territoire, par la DATAR et puis, la DATAR étant un organisme qui travaillait pour les petites entreprises à haute valeur ajoutée technologique sur l'ensemble de la France, ça m'a amené à me rapprocher du milieu ministériel et paradoxalement, effectivement, en 95, en France, il y avait un très beau projet qui était d'accueillir la coupe du monde de foot et pour ça, de construire un nouveau stade, de rafraîchir, rénover tous les autres stades existants et donc c'était un projet sportif, mais avant tout industriel aussi et donc cette conjonction des 2 m'a bien plu, j'aime bien le sport de haut niveau et pouvoir mélanger l'industrie, construction avec le sport de haut niveau m'allait bien donc je suis rentré au ministère des sports comme conseiller du ministre en charge de la coupe du monde et c'est là que j'ai rencontré, des acteurs du sport auto comme Alain Prost qui montait son équipe. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque? Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre? J'ai appris beaucoup de choses sur, le management de grands projets de façon très transversale, c'est-à-dire les dimensions qui sont à la fois, sportives, mais aussi techniques, industrielles, politiques, financières, commerciales. Moi, ça m'a énormément appris parce que d'abord, j'ai vu que rien n'était impossible, parce que pour organiser la coupe du monde, on s'est retrouvé à un moment donné sans stade, avec l'interdiction de construire, le Stade de France, avec un nom qui ne pouvait pas être donné, enfin avec des problèmes, tous les jours, plus énormes les uns que les autres et donc, ça apprend à relativiser un petit peu et à innover, à pas avoir peur de prendre des risques. Ça m'a beaucoup servi, notamment quand on a lancé Formule E et l'électrique. Et du coup, dans tout ça, comment le sport automobile est rentré dans votre vie? C'était avant, dès l'enfance ou par hasard après? J'ai toujours bien aimé la technologie, j'ai toujours bien aimé la vitesse. Moi, ma famille, mon père, était navigant sur le Concorde, donc j'ai toujours eu une fascination pour l'aviation. J'ai passé mon brevet de pilote d'avion, mais voilà, j'ai pas continué dans cette voie-là. Mais j'ai toujours aimé la technologie, la vitesse et donc les sports qui étaient attachés à ça. Je faisais un petit peu de karting, comme ça, hein, pas j'étais pas très bon, mais je faisais mes championnats de région en kart, voilà et puis, au ministère des Sports, assez rapidement, le fait que j'aime bien cette discipline m'a amené à être en contact, alors je parlais d'Alain Prost, en fait, ça a même démarré avec succession de Ligier, puisque Ligier était propriété de Flavio Briatore, qui voulait éventuellement le vendre en Angleterre, la vendre en Angleterre et c'est comme ça que, bon, à l'époque, le gouvernement français a regardé si on pouvait pas garder cette écurie en France et je me suis retrouvé sur ce dossier assez naturellement, en fait, à la fois parce que ça m'intéressait, mais aussi parce que c'était un vrai dossier technique. Comment vous avez rencontré Alain Prost? Ça s'est fait de façon très naturelle parce que l'écurie donc Ligier, appartenait à Flavio. Il voulait la vendre en Angleterre. Alors lui, sortait quand même de sa période de pilote. Il avait arrêté je crois en 93 ou 92, enfin dans ces eaux-là et 93 il a été champion et 95 voilà 95-96, il avait son aura de pilote. Ça faisait 2-3 ans qu'il avait arrêté au plus haut niveau avec un titre de champion et donc quand il a entendu parler de l'écurie Ligier, il savait que sur son nom, à la fois sur ses compétences techniques, son réseau, il serait capable d'agréger, énormément de choses. Mais il y avait une dimension politique. Flavio avait une écurie, c'était une écurie privée, elle lui appartenait, il n'y avait pas de raison que l'État donne des consignes, hein. On était dans le business, donc il fallait à la fois avoir une approche quand même liée à l'intérêt public parce que Ligier avait été soutenu, avait été comme un porte-drapeau de la F1 française, donc c'était pas anodin et puis en même temps pousser un super champion français qui voulait développer quelque chose. Donc il y a eu ce projet Prost Peugeot, malheureusement qui a coïncidé avec un changement
changement de gouvernance chez Peugeot qui a fait de machine arrière complet par rapport à ce qu'on avait pu imaginer à Canon Prost. On connaît tous l'histoire de Proche GP, mais comment vous voyez la fin? C'était vraiment à cause des politiques que ça s'est fini vraiment? Parce que on a entendu dire que justement Alain Prost n'avait pas forcément toute la mainmise sur, son écurie. Tout le monde voulait voir Alain Prost sur tous les sujets. Ça allait des pilotes qui voulaient qu'il règle la voiture, en direct, même s'il était dans une réunion avec des banquiers, jusqu'aux sponsors, qui voulaient le voir en permanence pour pouvoir dire: «J'ai déjeuné avec Alain Prost». À l'usine, dès qu'une machine tombait en panne, bah, on allait voir Alain Prost, comme s'il pouvait réparer une machine à usiner. Bon, c'était voilà, c'était, pour tout le monde, quelqu'un qui était capable de résoudre tous les problèmes. Tout le monde, chantait la hiérarchie pour essayer de voir Alain, qui avait pas été habitué à des modes de management, donc qui se retrouvait à devoir gérer des tonnes de personnes le sollicitant. Et il y a eu deuxième sujet, c'est que tout s'était fait avec Jacques Calvet, qui était le patron de Peugeot à l'époque, et arrive un nouveau PDG qui dit, «La Formule 1, je sais pas à quoi ça sert, je comprends pas pourquoi c'est aussi cher», qui décide d'interrompre en 97 le contrat, alors même que le contrat allait de 98 à 2000. Donc c'est comme une fusée où le moteur qui doit décoller, et le premier moteur en fait s'allume et s'éteint, alors la fusée décolle un peu puis elle va retomber. Le fait d'avoir perdu Peugeot, la volonté politique de Peugeot, c'est ça qui a planté le plus. Bon, politiquement, c'est sûr qu'il avait monté son projet sous un gouvernement de droite et il y avait eu un changement, mais sincèrement, c'est pas vraiment ça. Je pense que le gros problème, ça a été la décision de Peugeot d'abandonner, dès le démarrage du projet. Donc encore une fois, on se rapprochait de Peugeot qui était motoriste. Je pense qu'on avait un projet intégré qui était bien pensé. Bon, pas mal de personnes ont mis les bâtons dans les roues. Est-ce qu'il fallait, vraiment tout centrer sur la France? Quelle devait être la part de ce qui aurait pu aller ou rester en Angleterre? Ça, c'est vrai que c'est des vraies questions, hein. Il y a un savoir-faire là-bas. Maintenant, on voit bien sur l'automobile grand public que rien n'est inéluctable, hein, qu'aujourd'hui, on sait faire en dehors de la France, même en dehors de l'Europe, des voitures de très bonne qualité. Donc en sport auto, faut pas rêver. À un moment donné, il y a un savoir-faire anglais, mais on peut aussi imaginer que d'autres personnes sauront faire, sans être forcément, en Angleterre. Ferrari sait bien faire sans être en Angleterre. Et pour faire un parallèle avec, l'actualité, avec Alpine et Viry-Châtillon et Enstone et maintenant il y a qu'Enstone, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement c'est pas dénaturer l'écurie? Tous les avis peuvent se comprendre, hein. Moi, je comprends Flavio qui dit: «Vous êtes gentil en France», mais c'est quoi mes sponsors français aujourd'hui? Regardez la carrosserie de la voiture, il y a quoi comme sponsor français? Il est où le patriotisme français pour regarder une écurie en France? Donc ça démarre par là. On peut pas demander qu'à Renault tout seul, de tout payer. Enfin, bon, peut-être, et ça, c'est ni la gouvernance actuelle, ni Flavio, ni personne qui en est responsable, c'est les gouvernances d'avant. Mais il aurait peut-être fallu quand même faire en sorte que cette nouvelle réglementation, bah, les coûts de développement soient partagés comme l'a fait Mercedes entre 2 ou 3 équipes. Donc pour moi, aujourd'hui, on paye les erreurs d'il y a 5-6 ans, quand l'écurie a décidé de ne faire son moteur que pour elle-même. Les frais de développement, de la réglementation étaient trop élevés. Donc après, on peut pas reprocher à quelqu'un de dire, «Moi, je préfère être compétitif avec un moteur Mercedes», mais c'est sûr que ça fait drôle d'avoir une Alpine avec un moteur qui est pas Alpine. Là, pour le coup, c'est vraiment triste de voir, ce gâchis de savoir-faire qui était énorme à Viry, qui va faire autre chose, hein. Il y a d'autres projets en cours. Enfin, c'est quand même un pan de vache qui se tourne. C'est ce qu'on a essayé d'éviter à l'époque de Prost et de Ligier, justement. Il y avait un vrai savoir-faire, hein, quand même inventé le moteur turbo. La Renault, elle a gagné plein de courses. C'est triste. Mais maintenant, si Alpine gagne l'an prochain avec un moteur Mercedes, bah, voilà, ça sera finalement une coopération européenne. Je pense qu'il faut le voir comme ça, dans un monde où il y a les Américains, où il y a les Chinois. Bah, si Alpine et Mercedes arrivent à faire quelque chose qui gagne, tant mieux. Pour revenir au début de Proche GP, quelles étaient vos missions, au début et quel était concrètement votre poste? Bah, moi, au tout début, j'ai aidé à construire tous les partenariats industriels, qu'il fallait, les relations avec Peugeot, même si c'était difficile parce que les relations, on peut les bâtir à haut niveau, mais c'est les gens tous les jours sur le terrain, les mécaniciens, les techniciens, les ingénieurs. Et s'ils sont pas d'accord ou s'ils ont des a priori, c'est très difficile. Donc, j'avais toute la partie liée au partenariat à construire. On a construit un partenariat avec Clonera, qui est quand même un leader mondial sur tout ce qui est aérodynamique, soufflerie. Ça nous a permis d'améliorer les souffleries. Puis mon gros chantier pendant 1 an, ça a été la construction de l'usine. Alors même plus d'1 an parce que, le 97, même si on a emménagé début 98, il fallait construire et développer l'usine, mettre à niveau la soufflerie. Donc ça a été mes 2 premières années de travail quasiment à temps plein. En 99, je me suis occupé de l'AP02, qui était la deuxième voiture qu'on a faite, qui a d'ailleurs pas si mal marché que ça quand je regarde. Elle a bien fonctionné parce qu'on n'avait pas trop de problèmes d'électronique. Bon, l'organisation a commencé à devenir compliquée en 2000, jusqu'en 99. Donc moi, je travaillais vraiment, de plus en plus de façon opérationnelle, et puis en 2000, sous la pression des sponsors, sous la pression politique, on a fait venir, des nouveaux directeurs techniques qui se marchaient un peu sur les pieds. Il y avait Jenkins, Barnard, et là, 2000 a été une année un peu confuse. Après du coup, on vous retrouve au sein de la FFSA en tant que directeur général. Comment vous êtes venu à ce poste? Oh bah, j'avais beaucoup de relations, étant chez Prost, je connaissais bien le président de la FFSA de l'époque, Jacques Régis. On se côtoyait. Je le connaissais déjà à l'époque du ministère des Sports avec Guy Drut, puisqu'en tant que président de fédération,
Il fallait créer à l'époque, en 96, c'était le plan sport emploi, donc j'avais travaillé, il y avait beaucoup d'emplois qui pouvaient être créés dans le sport auto. C'est un sport qui peut créer de l'emploi. Donc j'avais eu l'occasion d'avoir beaucoup de réunions déjà avec le président de la fédération, et lorsque le directeur général est parti à la retraite, bah, il souhaitait un directeur général un peu plus jeune, et donc il m'a proposé. Et moi, je trouvais ça intéressant. C'était un univers que je connaissais pas. Je connaissais le public, je connaissais le privé, je connaissais pas le secteur des fédérations, qui est un secteur associatif, mais de haut niveau. Puis ce qui me plaisait bien, c'est qu'il y avait toutes les parties du sport auto, depuis le karting, le rallye, les 24 heures du Mans, jusqu'à la F1 que je retrouvais à nouveau. Donc oui, c'était pour moi un challenge assez intéressant. D'accord et du coup, quelles étaient concrètement vos missions? Bah, de directeur général, donc il y avait, voilà, une équipe de 50 personnes, un centre de formation au Mans. Quand on est directeur général, on gère un petit peu tout. Alors il y avait des projets, particuliers avec Jacques Régis. On avait décidé de fusionner les championnats de Formule 3 français et allemand. Ils se portaient pas très bien, le championnat de 3 français. On avait plus de championnat de Formule 3 français. Il y avait plus que 6 pilotes, je crois, 6 voitures engagées. Enfin, c'était pas top. Donc en fusionnant avec les Allemands, on arrivait à avoir quand même, quelque chose qui tenait la route. On avait 3 courses en France, le reste devait être en Allemagne, donc il y avait un centre de gravité plus en Allemagne sur ce championnat qu'en France. Mais la F3 Euroseries a quand même été un beau championnat qui a sorti des gens comme Hamilton, comme Nico Rosberg. Ça a été en 2002-2003, je crois même. Et puis 2004, on a eu une opportunité, c'est de reprendre l'organisation du Grand Prix de France de F1. Parce que Magny-Cours jetait l'éponge. Et Jacques Régis, le président de la FFSA, a dit: «Mais le Grand Prix de France, c'est le Grand Prix de France de la France, c'est pas le Grand Prix de France de Magny-Cours. Donc il nous appartient à nous, fédération», ce qui était vrai, la marque appartenait à la fédération. Et donc on a décidé de reprendre nous-mêmes l'organisation et la promotion du Grand Prix avec Magny-Cours, mais dans un schéma où on prenait nous le risque financier. Pourquoi on a réussi à le faire? Parce qu'on a réussi à mettre autour de la table, des collectivités qui ne se parlaient plus. Parce que la Nièvre, Magny-Cours, projet de Bérégovoy et de Mitterrand à l'époque, donc relativement boudé par, les collectivités à droite. Et nous, on est la fédération, on n'est pas à gauche, on n'est pas à droite, on est fédération française, donc on vous demande à tous de participer. Et donc on a recréé un dialogue qui était compliqué, et donc ça a permis d'avoir plus de fonds, et donc ça a permis de renflouer le Grand Prix, de le relancer jusqu'à la crise, des subprimes en 2008. Là, on a vu que, la crise des subprimes plus l'augmentation du droit de plateau qui était de 10 par an, qui faisait qu'à un moment donné, on devait payer à la FOM 10 de plus chaque année, mais on ne pouvait pas augmenter les billets. Moi, je ne pouvais pas vendre des billets plus chers de 10, ça, c'était pas accepté par le public. Et donc, à un moment donné, où même si on a bien travaillé et repris de l'avance, ben, on se fait rattraper par l'augmentation du plateau. Et avec la crise Lehman Brothers, subprime, et cetera, 2009, on a décidé d'arrêter. Ceux qui n'ont pas arrêté ont perdu beaucoup d'argent. Et du coup, vous avez tenté quand même de sauver le Grand Prix, malgré le manque de soutien, que ce soit privé avec les sponsors et cetera. Pourquoi c'était aussi important pour vous et quels sont réellement les obstacles que vous avez, rencontrés? Est-ce que ça vous a appris sur ce milieu? Oui, alors, bon, on a essayé de sauver le Grand Prix de différentes façons. La première était effectivement de changer d'endroit. Ça a parfois été mal perçu, mais on voyait bien que le cahier des charges faisait qu'on avait du mal à augmenter nos recettes en étant à Magny-Cours. On ne pouvait pas rentrer plus de monde, il y avait un problème d'hôtellerie, il y avait quand même quelques sujets. Donc on s'est dit: «On va regarder d'autres endroits», qui n'étaient pas simples non plus, hein, que ce soit le Castellet ou Le Mans. Et puis après, il y avait l'idée de faire quelque chose, en région parisienne, avec 2 projets. Bon, inutile de dire qu'ils ont été torpillés à chaque fois pour des raisons politiques. Ça plaisait pas à tout le monde qu'on aille faire, un Grand Prix, à Flins ou à Disneyland. Et donc on a utilisé tous les arguments pour dire que dans un cas, ça détruisait la nappe phréatique, comme si, 20 voitures par an, et des voitures électriques, puisque c'était le projet de voitures et de circuits, de premier circuit destiné à l'électrique, hein. On était pourtant qu'en 2010, mais il y avait déjà cette idée-là. Comme si 20 voitures qui faisaient un Grand Prix par an, ça allait mettre plus de pollution que l'autoroute A13 qui passait à 50 mètres. Mais bon, on n'avait pas envie de nous voir, installer un grand circuit près de Panne. Donc ça n'a pas fonctionné. Il a fallu attendre 10 ans avant que Estrosi réussisse à faire quelque chose au Castellet, mais qui pareil se retrouve vite, limité par le site, vite limité par, le manque de motivation de grands sponsors français pour aider l'événement, comme on a su le faire pour les jeux. Et c'est à cette période, du coup, à partir de 2009, que vous avez commencé à réfléchir à une compétition de monoplace électrique. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer justement une monoplace 100% électrique? Je me disais que, enfin, j'avais le sentiment que le bruit, enfin le bruit et la pollution était un sujet qui n'était pas traité, par le sport auto. On voyait quand même, hein, c'était l'époque de Nicolas Hulot, c'était l'époque du Grenelle de l'environnement, je crois qu'on est dans ces eaux-là, 2008-2009. Il y a quand même beaucoup de gens qui nous disaient: «Vous êtes sur votre planète». Moi, c'est vrai que je me suis dit: «Bon, il y a eu 2 phases dans le sport auto». Il y a une phase où c'était de la recherche de performance pure, jusqu'aux années Senna. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de sécurité. Donc il y a eu une phase où le règlement, c'était pas à chaque fois d'aller plus vite, c'était au contraire de limiter la vitesse, la perfo pour jouer la sécurité. Et ça, on l'a bien fait.
Et donc, je me suis dit: «Tôt ou tard, ça arrivera. Il faudra qu'on s'y intéresse parce que ça va devenir trop, divergent». Et puis sur le plan strictement technique, je voyais les limites à l'électrique, mais en même temps, je les voyais évoluer parce que je fais beaucoup de modélisme et je voyais le modélisme se transformer tranquillement avec, alors c'est à l'époque, c'était les batteries LiPo, lithium polymère, et ça fonctionnait. Puis je voyais des gens qui avaient des petits moteurs thermiques, compliqués à régler avec des carburateurs, des avions, puis qui passaient à l'électrique et ça fonctionnait. Je me disais: «Bon, il y a pas de raison. Maintenant, tôt ou tard, ça va grossir, on va avoir un effet masse et ça touchera l'automobile». Donc je savais, enfin moi j'étais convaincu que ça arriverait un jour ou l'autre et que, il fallait l'anticiper. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit: «Il faut créer quelque chose». On s'est appuyé sur des experts que je connaissais en Formule 1, Loïc Bigois qui était chez à l'époque chez Mercedes, enfin chez Braun Grand Prix qui était une Mercedes, Pascal Gérard, c'est des anciens de Prost qui étaient partis dans l'industrie et on s'est dit, «Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme véhicule?» Alors repousser un peu pour une barquette, bah, je me suis dit: «Il faudrait faire une monoplace» parce qu'une monoplace, c'est parlant. Les gens voient une F1 et si on réussit à faire une monoplace électrique, ça va beaucoup plus parler qu'un véhicule un peu fantaisiste ou une barquette ou un et donc finalement, avec Pierre Gosselin, avec qui je me suis associé, qui est maintenant l'actuel président de la fédération française, bah, on a créé Electric Formula, puis on s'est dit: «On va faire un proto, puis derrière on fera un championnat». Ça a démarré comme ça et on a créé Electric Formula, en s'associant tous les 2 et on a, avec l'aide, d'industriels comme, à l'époque Siemens, Saft, Segula qui était un peu le Segula Technologies qui était le leader, Mercedes Grand Prix qui nous a fait toute la partie, aéro, Art qu'on est allé voir pour faire nos essais puis qui ensuite est devenu, Spark et qui a finalement pris le lead sur la voiture. Bah, on a créé, Formulec, la première monoplace à batterie lithium-ion. Et comment justement vous avez cité plein d'entreprises ou de personnalités qu'on connaît maintenant, en Formule 1 comme, Brown GP qui est devenu Mercedes, Frédéric Vasseur. Comment vous êtes venu avec le projet et vous les avez convaincus de participer? C'était le moment où on commençait à voir quand même des gens qui essayaient de mettre des batteries dans des voitures au lithium. Il y avait eu 3 époques, hein. Il y a eu l'époque des grosses batteries au plomb, puis, après ça a été un progrès avec, nickel, cadmium et NiMH, hein, nickel, métal hydrure, on n'en parle plus, mais là déjà il y a eu un step et puis il y avait le lithium-ion. Alors là, on voyait ça arrivait sur les téléphones et on voyait vraiment un step. C'était dangereux, ça chauffait, on voyait des problèmes. On se disait: «Si on arrive à domestiquer ça, la voiture va faire un progrès». Donc les gens qui, commençaient à réfléchir, comment on les a convaincus? Bah, on a fait des calculs et on s'est dit: «Voilà, la techno, elle permettra peut-être d'arriver». Nous, on s'était rapprochés de Lagardère à l'époque, Lagardère Sport, qui nous avait dit: «Si vous arrivez à faire une demi-heure de show, une demi-heure de spectacle d'un niveau Formule 3, et ben, on sait faire des spectacles d'une heure». Après tout, une descente en ski, ça dure à Kitzbühel 1 minute 50, 2 minutes, un 100 mètres, olympique, ça dure 10 secondes. Donc une course auto, ça peut très bien durer une demi heure. Si c'est dense, s'il y a du spectacle, c'est pas la peine que ça dure forcément 1 heure et demie ou 2 heures comme un Grand Prix F1. On s'est rendu compte qu'assez vite, on allait sans doute réussir à concentrer dans les volumes qu'on avait, de l'énergie pour, tenir, une demi heure, 35 minutes, on était limite, hein, en termes de techno. Peut-être pas au niveau d'une Formule 3, mais d'une Formule Renault. Alors est-ce que c'était suffisant pour assurer un spectacle télé? Peut-être en mettant les caméras, en faisant des courses en ville, parce que là, c'est spectaculaire, en mettant des caméras, avec des vues, des plans de vue très très proches, parce que si on est loin, on a l'impression que les voitures avancent pas. Voilà, donc on s'est dit: «Il y a quelque chose à faire. Si on arrive à mettre, tant de kilowattheures, plus c'était 60-70 kilowattheures dans une monoplace qui fera, 600 kilogrammes». C'est comme ça, en faisant des calculs de coin de table, en voyant la technologie et on s'est dit: «On doit pouvoir arriver à faire quelque chose». Donc on a fait un premier proto, un peu en deçà de ce qu'on espérait. On était plus sur des perfos de F4 que de F3 pour être honnête. Mais voilà, c'était encourageant. On savait qu'avec plus d'investissement, parce qu'on avait, très peu investi en fait, hein. On avait un investisseur privé et puis, quelques apports qui étaient faits par, nos partenaires industriels comme Michelin, comme FCI, comme Saft Siemens qui ont amené les composants nécessaires pour faire la voiture. Quant à Fred Vasseur, je pense qu'il était assez ouvert à l'époque à ce genre d'idées. On le connaissait bien avec Pierre Gosselin, ils étaient assez copains, Pierre et lui, donc il suivait ce qu'on faisait et assez naturellement, il a dit: «Bah, moi je vais faire les essais», il s'est pris au jeu et d'ailleurs c'est quand on a fait l'organisation Formule E, on a basculé sur la partie organisationnelle du championnat avec Pierre et c'est Fred qui a repris la partie construction des voitures et qui a super bien réussi avec la Spark. Du coup, votre premier prototype, c'était, la formule EF01. Vous avez, du coup, besoin d'un pilote de test et qui a été, Jules Bianchi, de ce que j'ai compris. Comment vous avez approché, ce pilote qui avait déjà un parcours impressionnant pour, faire les tests, du coup, de cette première monoplace électrique? Bah, ça, c'était un peu la force de Fred Vasseur, de travailler avec lui. C'est-à-dire qu'il était quand même dans les années 2010, un peu au sommet de ce qu'il faisait en GP2. C'était le GP2 à l'époque, c'était même pas la F2, c'était le GP2 et la F3. Il avait réussi, il avait été champion avec, ce qui était ASM, qui est devenu Art. Il avait été, champion en F3. En GP2, je crois qu'il l'était déjà en 2008 ou 2009,
Donc il connaissait beaucoup de pilotes. Donc c'est un peu sur lui qu'on s'appuyait. Ségula connaissait aussi des pilotes puisque Pascal Gérard, qui était le patron de Ségula en recherche développement, connaissait des pilotes. Donc c'était un peu notre réseau. On était tombé naturellement sur, plusieurs pilotes. Mais c'est vrai que le premier, ça a été Jules à Magny-Cours, en septembre 2010, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est là où on a fait les premiers tests de l'EF01. D'abord avec lui le premier jour et ensuite avec Alexandre Prémat, qui a fait la plupart des essais après, sur les journées suivantes. Quelles étaient leurs, premières impressions à conduire cette voiture électrique? Bah, ils étaient surpris par 2 choses principales. La première, c'était l'accélération très forte, ultra forte sur les premiers tours, quoi. C'est un peu comme, un train électrique ou un circuit 24, hein. Quand on appuie, la voiture, elle démarre instantanément à fond. Bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a une accélération incroyable et puis l'absence de bruit qui changeait tous les repères. C'est du coup, vous avez commencé à l'indiquer, formuler qu'il y a pas eu de compétition, parce que ça arrivait à un problème, d'économie. Il y avait, des discussions entre Jean Todt et Alejandro Agag, justement pour une compétition électrique où ils se sont rendus compte que des bases étaient déjà posées avec, Electric Formule et Formulec. Comment les discussions ont commencé en 2012 pour justement créer après, la Formule E? Bah, donc effectivement, nous, on avait le savoir-faire à la fois sur le fait de monter un championnat ou des courses, puisque, moi, c'est ce que je faisais. J'avais organisé, 5 grands prix de Formule 1, donc voilà, je connaissais, ce qui se faisait de mieux dans l'organisation de courses auto. On avait l'expérience de la Formule E, donc l'expérience technique, mais il nous manquait, un élément, assez important, c'était l'argent. Pour monter un championnat, il fallait entre 25 et 50 millions et aller chercher un investisseur en France, déjà à l'époque, aujourd'hui ça serait compliqué, mais à l'époque ça l'était déjà. Donc on avait trouvé un investisseur pour faire un proto, mais ensuite pour monter un championnat avec tout ce que ça nécessite de travail pendant 2 ans, on a cherché des fonds d'investissement, on n'a jamais vraiment trouvé, on tournait en rond et à l'inverse, bah, Jean Todt avec son réseau, Alexandro Agag qui avait une écurie de GP2 avec son réseau, ils avaient eu la même analyse. C'était dit tôt ou tard un championnat électrique va sortir. Ils voyaient que nous on faisait des choses avec Formulec et ils avaient peut-être pas spécialement envie que quelque chose se fasse de façon privée, complètement indépendamment de la fédération, comme finalement ça s'était fait à l'époque des Clestol, qui avait mené sa barque indépendamment de la FIA. Et donc on s'est retrouvés en connexion presque, de façon, elle se serait faite naturellement, mais elle a été anticipée par Jean-Paul Driot, malheureusement qui est décédé depuis, qui était un grand patron d'écurie et qui un jour m'a dit: «Il faut que tu rencontres Agag». Mais on s'est appelé, il était à Bahreïn en 2012, on s'est vu la semaine suivante à Paris, il a vu le proto, et très rapidement on s'est dit: «On travaille ensemble». Alors comment on travaille? Nous au départ on voulait tout faire, on voulait faire le championnat et la voiture. Bon, et il nous a montré le projet et il nous a dit que lui allait construire 40 voitures, que les pilotes changeraient de voiture. Donc ça c'était son idée géniale, j'y croyais pas au début, mais c'était une bonne idée. On est tombé d'accord sur le fait que nous on se concentrait sur le montage du championnat avec Pierre Gosselin, ce qui était déjà compliqué. Et que pour pas tout alourdir et tout mélanger, la voiture, c'est Fred Vasseur qui la prendrait dans le cadre donc partirait de notre base. Donc on a vendu nous le proto, il l'a désossé, il a regardé, il a amélioré. On a eu d'ailleurs des discussions parce que nous on était convaincus, ça faisait 2 ans qu'on travaillait, on pensait qu'il fallait 3 batteries pour avoir une voiture très compacte. Lui pensait qu'une seule batterie à l'arrière c'était mieux, donc on a eu des désaccords même au début avec Vasseur et son équipe. Mais je reconnais qu'ils ont été super bons parce que, ils ont su, vraiment trouver les bons compromis et surtout la bonne fiabilité. Donc voilà, on a trouvé une nouvelle organisation où nous, pendant 3 ans, on est parti monter le championnat avec Alexandro à Londres et de son côté, Vasseur développait la voiture, dans son usine à Prenne-Melun et voilà, tout le monde était en rapport et ça a fonctionné avec une première course en 2014. On a mis 2 ans pour monter tout ça. Et du coup, cette première course à Shanghai a été un peu chaotique. Comment vous avez vu du coup, de l'intérieur, l'organisation de ces premières courses et ce que ça a donné pour la suite? Alors, je dirais pas qu'elle a été, chaotique en fait, parce que ça sous-entend que, l'organisation, non, objectivement, Il y a eu plein de rebondissements pendant la course. alors voilà, il y a eu non, mais il y a eu un crash chaotique, c'est le tonneau de Nick Heidfeld, sur Nicolas Prost et ça a lancé parce que ça a donné, ça a fait le tour du monde et effectivement, fin de course a été chaotique, mais ça a été, pour moi une réussite remarquable parce que, au tout début avec Alexandro, on s'était dit: «On fait la première course le plus proche possible de Londres». Parce qu'on ne sait pas où on va, on découvre quelque chose de nouveau. On avait une base à Donington, donc on disait: «Bon, on fait une course à Silverstone, je ne sais pas trop où». Quand il m'a dit, «Bah, on va faire la première course», alors c'était pas, Shanghai, c'était Pékin, c'était autour du Lille Oiseau, là, le stade olympique. Quand il m'a dit: «On va aller à Pékin», je dis: «C'est pas sérieux, Alexandro, on dit que les pièces de rechange, s'il y a des pépins, Pékin, c'est compliqué». Il avait raison. L'endroit était incroyable,
Ça a été très bien organisé. Les Chinois nous avaient très bien accueillis. Ça a été parfois compliqué de s'entendre, mais on a fait une belle course. Tout a bien fonctionné, c'était fiable. Il y a eu un crash incroyable qui fait que ça a été très médiatisé. Donc ça a lancé la série. En plus, on avait comme Heidfeld qui sortait de la F1, Nicolas Prost qui amenait un nom incroyable. Donc oui, la première course, ça a été un septembre 2014, un énorme tremplin pour lancer le championnat. Et ça permettait également aux détracteurs qui comparaient souvent dès le début ça à la F1, que ça pouvait être tout aussi spectaculaire, avec de l'action, et cetera. Bah, ça, on en a été convaincus parce qu'une série monotype, ce qui était le cas, c'est toujours spectaculaire. Alors, faut pas que ça reste monotype trop longtemps. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'ils ouvrent la batterie, franchement, parce que, il y a tellement de différences de techno. Alors, c'est sûr que c'est un coût. Mais à l'époque, le fait que ce soit vraiment du monotype complet, hein, c'est-à-dire que c'était, y compris les moteurs étaient les mêmes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, faisait qu'il y avait quand même des perfs très proches. On voit toutes les courses, il y avait des dizaines de dépassements dans toutes les courses. C'est toujours un peu le cas parce qu'encore une fois, les perfos sont très proches. On a quand même la même aéro, on a la même batterie. Ce qui change, c'est le moteur électronique, mais les courses sont très spectaculaires, très spectaculaires. Donc ça, on savait que ça le serait le cas avec le règlement qu'on avait. Du coup, ensuite, vous avez quitté progressivement, la structure de la Formule E, mais vous l'avez réintégrée d'une autre façon avec l'organisation du e-Prix de Paris aux Invalides. Comment s'est déroulée, cette organisation, que vous avez choisi les Invalides? Parce que ça devait être assez particulier de trouver un emplacement dans Paris pour accueillir une course automobile. Ça s'est passé, bon, nous, on avait un contrat de 3 ans de 2012 à 2014 pour monter le championnat. Une fois que le championnat était monté, bon, ça s'imposait plus de rester à Londres. Moi, je suis parisien, Pierre Gosselin aussi, donc on est rentré et on est rentré avec, l'accord d'Alexandre Roll et c'est de faire une course à Paris. La France était quand même impliquée en Formule E, il y avait Renault, il y avait Michelin, donc il fallait une course, en France. Mais on lui dit: «Écoute, on n'a jamais réussi à faire un grand prix, intra-muros à Paris en Formule 1. Ben, on va essayer de le faire en Formule 1 parce que le circuit est plus petit, c'est 2 kilomètres, c'est un grade 3 et pas un grade 1. Les vitesses atteintes font qu'on a moins besoin de dégagement et cetera». Voilà et avec Pierre Gosselin, on est allé voir Delanoë qui était le maire de Paris, qui a dit: «Écoutez, il y a des élections à Paris l'an prochain, c'est pas moi qui peux porter ça, retournez voir mon successeur» et à peine le successeur était nommé, qui était Anne Hidalgo, c'est elle qui nous a appelés, qui a trouvé le dossier en fait et qui nous a dit: «Contrairement à ce qu'on croit, je suis pas contre la voiture, mais je suis contre la voiture thermique. Mais par contre, je veux bien faire toute la publicité possible pour l'électrique. Donc j'ai vu votre projet de course dans Paris, venez me voir». Donc on est allé la voir, on a été très surpris, on a eu un très bon accueil de ses équipes et le fait est que, elle nous a donné carte blanche et donc après avec Pierre, on a essayé de trouver un endroit, un circuit. Moi, j'ai dessiné le circuit, en fait, j'étais même à pendant la course de Pékin, ça c'est en septembre 2014, j'ai eu un coup de fil de la mairie qui je lui avais proposé d'aller, Porte Dorée, là où il y a la foire du Trône, parce qu'il y a un très grand espace fermé et vous pouvez faire la course là-bas. Je me disais: «Ça dérangera le moins de monde possible» et le cabinet de la maire m'a dit: «Ben non, mais si on fait une course à Paris, il faut que ce soit un bel endroit, soit au cœur de Paris, il faut que ça mette Paris en avant». Je dis: «Ah, je vous préviens, moi je peux trouver des beaux endroits, mais ça va bloquer un peu, hein, c'est bon, c'est pas grave, vous trouvez un bel endroit». Donc j'ai cherché un endroit qui, d'abord, première contrainte, répondait au cahier des charges sportif, hein, les lignes droites, les dégagements, les rayons de courbure, tout ça. Et deuxième critère, qui embêtait le moins possible les gens aux alentours. Et aux alentours, c'est d'abord à l'intérieur. Quand vous faites un circuit, il y a un rond, en gros, pour faire simple, et il y a tous les gens qui sont à l'intérieur. Ceux-là, ils morflent plus que les autres, on va dire. Et donc, on s'est dit, bah, si à l'intérieur, on a le moins de monde possible, ça fait le moins de possible à convaincre. Donc, il y avait les invalides ou l'école militaire. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, en fait, c'est une seule personne. Parce que c'est militaire, c'est un chef. Il décide oui ou non. Et s'il décide oui, on sait que tout le monde sera d'accord. Donc, moi, j'ai identifié qu'autour des invalides, bah, ça pouvait le faire sportivement. On est allé voir le gouverneur militaire de Paris. On est allé voir le premier ministre de l'époque, qui était Manuel Valls, Rachida Dati, qui était la maire du 7e, Anne Hidalgo, tout le monde. Et finalement, tout le monde, au début, nous a pris un peu pour des farfelus. Tout le monde s'est dit: «On va pas dire non, mais peut-être que quelqu'un dira non à notre place, puis que ça se fera pas». Puis finalement, tout le monde a dit oui, et puis, bah, on l'a fait, 2016, 17, 18, 19, on l'a fait 4 ans. Mais malheureusement, le Covid nous a rattrapés en 2020. La compétition à Paris s'est arrêtée avec le Covid et n'a pas, continué à cause des JO, c'est bien ça? Elle n'a pas continué à cause des JO parce qu'effectivement, bon, on s'est arrêté 2020 et 2021, on ne pouvait pas à cause du Covid et ensuite on rentrait dans les travaux à faire pour les JO. Tout le monde était focalisé JO en 2022-23 et il y avait un deuxième sujet, c'est que les voitures entre-temps avaient, progressé. On est passé de la Gen 1 à la Gen 2 et puis là on passait à la Gen 3, sachant maintenant ça va être la Gen 4 et la Gen 3 en 2023, je crois, ou 22, nécessitait un circuit plus grand. Les vitesses, pardon, elles étaient plus élevées et donc ça nécessitait des lignes droites beaucoup plus, longues au niveau des dégagements. C'est-à-dire que là où normalement on a besoin de 150 mètres pour, un dégagement, il en fallait, 200-250. Donc on n'avait plus forcément l'espace
Ça, c'était compliqué. Donc on était obligé de redessiner un circuit. On était à 1 950 km et avec 20 voitures, il aurait fallu normalement 2 kilomètres. Donc on était déjà sous dérogation. Ça devenait trop compliqué. Donc le circuit devenait trop petit. On a regardé des extensions du circuit vers, la vue de Breteuil, je crois, ces eaux-là, mais enfin dans ces coins-là, mais il fallait faire beaucoup de travaux. Il y avait des stations de métro à fermer. Enfin, voilà, c'était compliqué. Donc les JO d'un côté, des travaux à faire supplémentaires pour agrandir et adapter le circuit aux voitures de l'autre. Et on revient toujours à la même chose, le fait qu'en France, on ne trouvait pas d'argent, et de sponsors. On avait très peu de sponsors français. C'était principalement des sponsors étrangers. Et les sponsors français étaient tous sur, Paris 2024. Et du coup, est-ce qu'il y a possibilité dans le futur de revoir une course au Mans en France ou ça paraît compliqué? Alors le modèle économique a quand même changé côté, Formule 1, c'est-à-dire que ils ont profité de cette période pour trouver d'autres pays qui n'ont pas autant d'événements qu'en France. Nous, on a, Roland-Garros, le Tour de France, les 24 Heures du Mans, Monaco qui est quand même pas très loin en sport auto, en F1. Bon, on est gavé d'événements et coupe du monde, que de foot, d'euro, enfin voilà. Donc ce qui fait qu'on n'est pas demandeur, mais il faut s'imaginer qu'il y a des centaines de pays dans le monde et que certains n'ont rien et certains sont en plein développement et en plein essor et beaucoup plus dynamiques qu'en France où on a tendance à s'endormir sur nos lauriers. Et donc ces pays-là, bah, si on leur dit: «Il faut mettre 20 millions sur la table et vous avez formulé et vous êtes vus dans le monde entier», beh, ils partent, ils y vont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien d'autre à mettre en avant pour valoriser leur pays, leur tourisme. Donc on voit aujourd'hui beaucoup de pays intéressés par la FE, qui sont prêts à payer et je ne sais pas si en France aujourd'hui, dans l'état de la France, on saurait dire, «Bah, tiens, le gouvernement décide qu'on va faire une course, il faut mettre 20 millions, bah, c'est le ministre du tourisme qui le met». Il y a des pays aujourd'hui qui fonctionnent comme ça et qui ont Formule 1 grâce à ça. Et Formule 1 s'y est entre guillemets un peu pas habitué, mais recherche des pays pour lesquels c'est une opportunité, des pays qui sont dynamiques, qui ont envie de sortir un petit peu, de l'anonymat et qui sont prêts à se voilà, qui se disent: «C'est compliqué d'avoir une coupe du monde de foot, les JO, j'en parle pas», qui se disent: «Bah, finalement Formule 1, c'est un des rares événements où je suis en mondovision». Il n'y a pas également la difficulté que, maintenant la Formule E est beaucoup plus internationale que français parce que, on voit dans, les spectateurs, les fans, il y a beaucoup plus d'étrangers que les Français où en France, c'est souvent très critiqué comme compétition. Oui, oui, bah, c'est vrai parce que d'abord je pense qu'en France on est quand même très critique sur tout. Donc dès que quelqu'un sort quelque chose, faut déjà le bâcher et puis on commence comme ça. Donc alors les gens qui ont regardé, qui ont vu des courses, généralement avant de les voir, si c'est des fans de F1, ils aiment pas. Une fois qu'ils ont vu, ouais, bon, c'est pas spectaculaire, alors même qu'ils vont regarder des grands prix où il se passe rien, pour faire certains derniers grands prix qu'on a pu voir. Bon, donc c'est vrai qu'il y a pas forcément, la FE a pas forcément trouvé, son public en France, hein. Il y a des pays, moi je vois la course à Berlin, il y a beaucoup de monde, hein, on l'avait faite la première et ça s'est bien développé là-bas. Heu, Maintenant je crois que l'arrivée de Citroën peut changer un peu les choses parce que c'est quand même une très belle, un très beau nom dans le sport auto. Je pense qu'ils vont mettre les moyens, ils vont avoir une philosophie différente en se recentrant plus sur Satori, sur leurs propres outils de développement interne. Je pense que Formule 1 gagnerait à ouvrir la techno des batteries parce que voilà, il y a tellement de technos différentes entre, ce qu'on fait en Europe, ce qu'on fait en Asie, ce que font les Chinois, le solide, le semi-solide, qu'on pourrait quand même, peut-être se dire qu'il y a 2 ou 3 technos ouvertes, quitte à faire de la BOP. Enfin, je sais pas, je pense que voilà, la voiture électrique, c'est avant tout un problème de batterie. C'est dommage d'être monotype, en batterie, sur, un sujet qui est le sujet phare finalement, qui est la batterie. Ça, on l'a lancé en 2014, on va être en 2026, ça fait 12 ans. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de technologie et que ça intéresserait pour le coup peut-être plus, en France notamment, où je pense qu'il y a beaucoup de gens intéressés par la techno. On a quand même été un des premiers pays pour la voiture électrique, avec les pays nordiques, avec la Zoé à l'époque, ce qu'avait fait Carlos Ghosn. Donc on a quand même une fibre et justement le fait qu'il n'y ait pas assez de techno, pour moi, c'est un peu dommage. Je pense que ça mériterait plus. Bon, maintenant par rapport à l'idée de faire revenir une course de FE, oui, il faudrait, c'est évident. Maintenant, il faut un modèle économique, adapté à ça. Est-ce qu'on le trouvera? C'est à voir avec la fédération et à voir avec Formule 1, mais ça serait dommage qu'il y ait ni Formule 1 ni Formule 1 en France, quoi. Et du coup, quelle est votre vision aujourd'hui du sport automobile en général et également de l'intégration de l'électrique, comme on peut le voir avec, la nouvelle réglementation qu'il va avoir en 2026 en F1, où ça sera 50-50? Alors ce sera 50-50 en puissance, hein, évidemment, pas en énergie, donc voilà, mais c'est bien que ce soit 50. Moi, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Après, la vraie question, pour moi, c'est est-ce que la F1 doit rester une vitrine
des constructeurs? Est-ce que voilà, on voit déjà la réponse entre Alpine qui prend un moteur Mercedes. Est-ce que c'est ça le but de la F1? Ou est-ce que le but, c'est d'avoir un spectacle automobile, pur et dur? Si c'est d'avoir un spectacle automobile pur et dur, c'est très bien que ça soit 50-50, c'est génial parce qu'effectivement ça intègre l'électrique et ça, c'est une bonne chose. Est-ce que ça doit faire du pur électrique? Je sais pas. Le jour où le pur électrique sera capable d'avoir les mêmes perfos que le thermique, mais c'est pas demain la veille, même si on voit qu'on progresse, mais il faut y aller étape par étape. Je pense qu'on veut voir un spectacle, avant tout, et donc on veut voir de la vitesse. Voilà, je pense qu'il y aura encore beaucoup de progrès sur l'électrique pour arriver au même niveau de perfo. Le bruit, je ne sais pas si c'est, un problème parce qu'on s'habitue progressivement et puis parce qu'il y a des disciplines. C'est un truc de vieux, hein, le bruit, moi j'aime le bruit, mais je vois, enfin les jeunes sont de moins en moins éduqués avec le bruit sur les voitures, donc je pense que si la vitesse est là, les performances, la F1 pour moi, le voilà, c'est bien qu'elle prenne, ce qu'elle a pris comme, électrique. Maintenant, il faut qu'elle reste un petit bout de temps avec ce règlement-là pour, il me semble, d'abord pour amortir les coûts et puis, pour que les performances se resserrent un peu. Parce qu'on voit bien, cette année avec le championnat de F1 que plus les performances sont serrées, plus c'est quand même, le spectacle est sympa, donc faut pas aller trop vite. Moi, je suis pas convaincu. Voilà, la FE, elle mérite d'exister, elle est pure électrique. La F1, avant que les perfos de l'électrique dépassent le thermique en densité d'énergie, il y a encore du travail à faire. Donc il faut que les 2 disciplines, pour moi, restent, séparées. Surtout qu'actuellement, enfin, cette année, il y a eu une reconduction de la licence d'exclusivité de la Formule E sur un championnat entièrement électrique, malgré que justement la F1, va de plus en plus vers l'électrique. Mais, du coup, il y a ça qui bloque le fait que la Formule 1 remplace la Formule E aussi ou é évince plus précisément. Ouais, alors il y a quand même des consanguinités dans les propriétaires de droits commerciaux qui font que si à un moment donné, il y avait un intérêt, F1, FE, FIA pour que ça converge vers quelque chose d'unique, même vers les mêmes événements, je pense que ça pourrait quand même se faire, j'imagine. Mais encore une fois, le 50-50, il existe en puissance, mais il est loin d'être atteint en énergie. Quand on sera toujours avec cette, différenciation de densité d'énergie, on aura du mal à concevoir des architectures de voitures qui puissent faire 1 heure et demie de course. Alors après, ce qui pourrait changer, c'est effectivement si, la FIA un jour dit: «Bah, des courses d'1 heure et demie, ça ennuie tout le monde, ça doit être 45 minutes». Alors là, ça changerait la donne, mais tant qu'on est sur des formats de course à 1 heure et demie, voire 2 heures, je ne vois pas dans un futur proche qu'on puisse, remplacer en tout électrique. Quand je dis futur proche, c'est le futur des décideurs actuels, que ce soit le mandat de la FIA, d'un président qui est là pour 4 ans ou d'un CIO de grand groupe qui est là pour 5 ans. Mais je pense qu'ils ne verront pas le, 50-50 en énergie, je dis bien. Puissance, oui, ça c'est facile, en énergie, on en est loin et donc en autonomie, on en est loin. Bah, merci pour répondre à toutes ces questions et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour vos projets à venir? Bah, si on travaille sur le karting électrique, bah, c'est qu'il se développe et que tout le monde soit conscient que c'est oui, que le karting, d'abord, c'est une école un peu universelle de conduite. Tous les gamins, de la même façon qu'on met un gamin dans une piscine pour apprendre à nager, on devrait tous les mettre sur un kart pour apprendre à tenir un volant parce que tôt ou tard, chacun d'entre nous, bah, dans les jeunes est amené à conduire une voiture. C'est voilà, je ne vois pas qu'on puisse s'en dispenser, dans un futur proche. Donc il faut qu'on développe le kart. Moi, c'est un chantier qui m'intéresse beaucoup et sur le court terme, oui, on va essayer de travailler là-dessus, tout ça. En tous les cas, c'est les projets qui m'intéressent le plus, il y en a d'autres, mais le retour de la F1, évidemment, ça serait un autre chantier, s'il pouvait, se réaliser qui serait, voilà, qui serait chouette parce que franchement, on doit avoir une compétition de Formule 1, il me semble. Et merci d'avoir partagé votre parcours, Je vous en prie. passionnant et du coup, nous on se retrouve, mardi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast sur l'histoire du sport automobile.